Voilà, maintenant je passe directement la parole à Jean-Claude Michaka, CEO de Cyber Resilience. Merci. Bonsoir. Alain, j'ai bien aimé ton conseil du pirate honnête. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un parcours, de mon parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'après 30 ans de carrière, j'ai décidé de quitter la grande entreprise et de fonder Cyber Resilience avec 4 autres associés. On appelle ça une start-up de vieux ou alors de gens expérimentés. Et pourquoi le faire maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait exactement de spécifique? Alors, j'aime bien cette photo parce que je l'ai prise en faisant un tour à vélo dans le nord de la Californie, du côté de Lake Tahoe. Et au-delà de la belle photo, il y a un message derrière. Le message, c'est qu'un tournant n'est pas le bout de la route. Si vous savez naturellement négocier le tournant. Ce que je veux dire par là, c'est que nos vies ne sont plus linéaires, nos carrières ne sont plus linéaires. C'est devenu assez chaotique. Et de temps en temps, on se retrouve devant un mur et on n'arrive plus à avancer. Et par peur et par crainte de tester quelque chose de différent, on s'obstine. Peut-être c'est le moment de faire un pas en arrière et de se poser les bonnes questions. C'est ce qui m'est arrivé à moi en 2015. Après 25 ans chez Oracle, dans un poste de direction très important, je vivais sur des avions, j'étais exténué et en plus j'avais un problème de santé en famille à gérer. Un jour, j'ai plus réussi à me lever. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le big boss et je lui ai dit « J'ai besoin d'une grosse coupure et pas en billet de banque, s'il te plaît. » Et j'ai pris une année sabbatique. Et ce qui est très intéressant quand on prend ce recul-là, d'abord, c'est pas évident. Hein. Les 2-3 premiers mois, il faut s'habituer. Parce que vous êtes dans un cycle totalement infernal et vous commencez à prendre un peu du recul. Et quand vous prenez du recul, vous constatez certaines choses. Premièrement, vous avez le temps de lire. Vous avez aussi le temps de réfléchir. Et vous avez le temps aussi d'analyser des cycles longs. Bon, je sais que ce n'est pas très académique ce que je vous montre ici. Je fais avec les moyens du bord 1000 sabords. Alors, prenons un cycle long qu'on connaît tous. C'est notre cycle à nous. Ce qu'on constate, les 25 premières années, on est essentiellement dans un mode de consommateur. Hein, on consomme de la nourriture, beaucoup d'affection de ses parents, un petit peu d'éducation et beaucoup d'Internet. Et après ça, on rentre dans une vie active de 40 ans, où là, on commence à contribuer à l'économie de votre pays. Et après ça, vous arrivez à la retraite, où votre préoccupation principale, c'est essentiellement de savoir où est la bouillotte et le sudoku. Enfin, je schématise. Hein. Et c'est là qu'il faut se poser la question de se dire, est-ce que vous allez exercer ces 40 années de vie active uniquement à exercer une profession, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça? Parce que vous pouvez effectivement trouver, si vous avez une mission, une vocation, une passion dans la vie que vous voulez lier à votre profession. Et avec ça, prolonger effectivement l'aventure. Et là, il faut se poser la question suivante, c'est à quoi êtes-vous bon et qu'est-ce que vous aimez faire? Les deux choses peuvent être séparées. Alors, à quoi je suis bon? Un comptable peut être très très bon à faire de la comptabilité, une clôture, un bouclement de fin de mois, mais ne pas aimer ça, il fait ça de manière mécanique. De l'autre côté, vous avez des gens qui aiment faire certaines choses, mais qui ne sont pas nécessairement doués à ça. Moi, j'ai un ami à moi qui, à chaque soirée, dès qu'il y a un micro, il se met à chanter. Le problème, c'est qu'il chante faux et il n'a pas le sens du rythme. Et je lui ai dit, tu aurais dû éventuellement, comme Charlie Chaplin, trouver ta voix à l'époque où le cinéma était encore muet. Mais quand ces deux lignes se croisent, c'est là où, effectivement, vous trouvez quelque chose de très puissant. Vous tombez dans votre élément. Et c'est là où vous excellez. Et là, vous n'allez pas travailler un jour de votre vie. Parce que vous êtes passionné. Dans un monde passionné, vous faites ce que vous faites. J'ai découvert ce bouquin, et je vous le conseille vivement. C'était The Elements de Ken Robinson. C'est un excellent orateur. Il a plein de conférences sur TED, où il parle, effectivement, il donne des anecdotes de gens qui ont trouvé leur élément. Ça a été ce bouquin, il y a 2-3 bouquins qui ont été une révélation pour moi, ça en était un d'entre eux. Et pour trouver son élément, pas nécessairement besoin de passer par un cycle universitaire. Je vais vous citer certains exemples de grandes fortunes qui ont été créées par de l'intuition ou effectivement par cette question de recherche de la passion. Vous connaissez déjà les noms, hein, Rockefeller, grand patron de Standard Oil aux États-Unis, le pétrole, Henry Ford,
Krikorian, qui est moins connu chez nous, effectivement, il a commencé sa vie comme un boxeur, mais effectivement, il était derrière la montée de Las Vegas, hein, un patron de casino. Plus récemment, Ortega, qui est le patron d'Inditex, hein, Zara, Massimo Dutti, Richard Branson, Virgin, et François Pinault Printemps Redoute, le groupe Kering de luxe. Vous allez me dire, bon, tout ça, c'est bien, mais bon, on est dans un monde maintenant 4.0, il faut avoir des compétences technologiques. Allons voir du côté de la tech si c'est différent. Nerd number one, Bill Gates. Son acolyte, Paul Allen, jamais mis les pieds dans une université. Larry Ellison, j'ai passé 25 ans là-bas. Steve Jobs, Michael Dell. Bon, vous allez me dire, c'est les années 80, c'est facile. Excusez-moi. C'est facile, tout était encore à faire. Approchons-nous alors. Elon Musk, Facebook, Twitter, Tumblr, Napster, Spotify. Il faut vraiment croire que pour être successful dans la tech, il ne faudrait même pas passer par le cycle universitaire. C'est pas ce que je veux vous dire. Hein. Ce n'est pas le message que j'essaie de vous faire passer. Je ne veux pas me friter avec le monde académique. Mais il y a effectivement quelque chose derrière tout ça. C'est que ces gens-là étaient des rebelles. C'est très difficile de jouer au punk quand on sort de HEC. On est déjà rentré dans un moule, on a déjà quand même une certaine habitude, et ces gens-là avaient quand même quelque chose de systématique, c'est une autre attitude. La première, c'est de se dire, il faut être prêt à se planter pour réussir. C'est quelque chose de ce qui n'est pas intuitif, surtout dans notre culture ici, où le goût du risque n'est pas du tout reconnu. Et c'est une des raisons pour laquelle on n'a jamais réussi à recopier le modèle de la Silicon Valley autre part. Parce qu'effectivement, les académies sont bonnes partout, il y a des fonds à disposition partout, mais le goût du risque et l'acceptation de l'échec est gérée de manière très différente là-bas. Vous voyez des lampes, je vais parler de Thomas Edison qui disait « Tout le monde a vu la fois où j'ai eu du succès, personne n'a vu les 99 fois où je me suis planté. » Deuxième chose, c'est vraiment naviguer à contresens. Ça, c'était au centre de la stratégie d'Oracle de miser sur des grands virages technologiques. Et lié à ça, il y avait le troisième point qui se dit, voilà, si tout le monde pense de la même manière, il n'y a plus personne qui pense du tout. Alors le deuxième point, pourquoi le faire maintenant? On est dans un monde qui commence à devenir difficile. Hein. Les taux d'intérêt négatifs sont en train de détruire le capital, vous le savez. Et quand le taux, qui est le prix de l'argent, est à zéro, ça veut dire que l'argent ne vaut plus rien du tout. Quelqu'un qui a aujourd'hui 10 millions sur un compte, on va lui ponctionner toutes les années 75 000 francs. Vous savez combien de projets vous pouvez gérer et financer avec ça? Alors, et je vous encourage, pour ceux qui veulent se lancer, allez voir les private equities. Allez voir les gens qui ont effectivement de l'argent, qui ne savent plus quoi faire. Alors, c'est quoi leur deuxième option? Puisqu'ils sont maintenant ponctionnés sur les taux d'intérêt négatifs, ils vont sur quoi? Ils vont au casino. Alors, laissez-moi vous expliquer ce chart. Alors, la ligne verte, c'est le PIB américain, et la ligne bleue, c'est un indicateur boursier qui est le plus large possible. C'est le Wilshire 5000. Ce n'est pas le Dow Jones, uniquement 30 actions. C'est très large. Chaque fois qu'il y a eu un décrochage entre les deux, il y a eu un décrochage de la bourse. Alors, on a eu la bulle Internet hein, des années 2000. On a eu la bulle des subprimes. Et là, maintenant, sur toutes les radios et télévisions, on est en train de nous dire c'est la reprise, tout va bien, youpla boum. Regardez où est-ce qu'on est. Et ce n'est pas un problème, là? Alors, je vous dis, là, c'est le moment d'aller vers ces personnes qui, effectivement, ne savent plus quoi faire de leur argent, qui sont pris entre les taux d'intérêt négatifs et, effectivement, ce casino-là. Et si vous avez un bon projet, lancez-vous, n'hésitez pas. Et notre chère Banque centrale a été prise dans cette tourmente, elle aussi. Hein. On a tous vu, effectivement, les résultats fracassants de la Banque centrale en 2017, 55 milliards de profits. Mais regardez dans quoi ils sont investis. C'est devenu un gestionnaire de fonds. Et le troisième point, c'est effectivement cette rupture digitale dont on parle et le fait qu'il y aura quelques personnes qui vont être capables de la maîtriser et de créer de la valeur ajoutée et en profiter au détriment de beaucoup d'autres qui, à terme, vont se faire cannibaliser par de la robotique, par de l'intelligence artificielle, en espérant que ces robots seront sympas avec nous et nous laisseront encore un peu de boulot à faire. Voilà.
Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on a fait, ce qu'on a monté chez Cyber-Résilience. La première chose, premier constat, c'est de se dire la criminalité a peu à voir avec l'informatique. Mais de quoi il parle, ce type-là? Non, mais effectivement, c'est comme si on disait que les accidents de voiture, c'est la responsabilité des constructeurs automobiles. C'est exactement la même chose. C'est un problème humain, c'est un problème de comportement, c'est un problème d'organisation. Si vous vous plantez en voiture, c'est que ou vous dormiez, ou vous avez bu, ou vous avez fumé, ou vous êtes en train de texter, etc. Et il est temps de commencer maintenant à se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du maillon faible? Et le maillon faible, c'est l'humain. Et on a vu effectivement que sur les 15 dernières années, depuis que la cybersécurité a commencé à devenir un sujet d'actualité, on a investi dans de la technologie et des services. On a empilé les stacks et les stacks technologiques et on a complètement délaissé le maillon faible qui est l'humain. Et je pense qu'on est arrivé au moment où il faut commencer maintenant à rebalancer les choses et revenir aux choses importantes, qui est de focaliser sur ce maillon faible. Et détruire les trois grands mythes qu'on entend constamment. Bon, Alain et Solange l'ont mentionné brièvement, mais je vais les répéter. C'est le fait de se dire, bon, je suis trop petit, je n'intéresse personne. Alors pour ceux qui ont peu d'estime en eux-mêmes, laissez-moi vous rappeler que plus de 70% des attaques sont sur des PME et que quand ces PME font suite à une attaque sérieuse, elles ont une grande chance de disparaître après 6 mois. Ça, c'est la première chose, la première constatation. Deuxième chose, je ne détiens pas des données sensibles, qui s'en fout? Non, ça n'a rien à voir avec vos données ou vos données sensibles. Vous êtes un point d'accès dans le réseau. Et s'il n'arrive pas à rentrer par la porte, il va rentrer par la fenêtre. Et il va infecter tout le réseau. Très important ça aussi de savoir. Et le troisième point, c'est de se dire, s'ils veulent attaquer, ils vont en tous les cas y arriver. Et là, ici, il faut reprendre les bonnes mesures d'hygiène, comme quand un chirurgien rentre dans un bloc opératoire, il se désinfecte les mains, il met des gants, il met un masque. Il ne met pas ça pour effectivement que le patient ne le reconnaisse pas s'il se plante. Mais effectivement, il le fait pour des raisons d'hygiène. Et il faut que nous-mêmes, on commence à appliquer les mêmes règles d'hygiène. On a parlé de WannaCry. Je crois qu'on aurait pu très très bien éviter WannaCry, avec naturellement des sauvegardes, mais aussi si on avait mis à jour tous ces serveurs. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Cyber-Résilience? On a 4 lignes de produits, 4 lignes de business. La première, c'est l'infrastructure critique, dont on parle très très peu dans des conférences, et je suis tout le temps en train d'évangéliser ce sujet-là, c'est de se dire, on parle de l'économie 4.0, mais la colonne vertébrale du pays, qui est le réseau électrique, le réseau de distribution, le réseau télécom, qui a été conçu il y a 10, 15, 20 ans en arrière, avec des technologies où la sécurité ça n'a jamais été conçu pour de la sécurité. Qu'est-ce qu'on en fait? Et bon, il faut dire aussi en Suisse, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a peu de réglementation autour de ça. Les Français ont fait un grand pas en avant avec ANSSI. Pas la ville, je dis la norme ANSSI. Et là, on a du chemin à rattraper. La deuxième chose, c'est la partie Cyber Battlefield. C'est une plateforme de formation. On parlait de l'humain. C'est comme pour un pilote qui conduit un A380, il ne va pas aller acheter une Xbox et un Flight Simulator. Il va être dans un simulateur correct où il va apprendre tous les scénarios de vol pour au cas où ça se produise, il n'y ait pas de panique. Et là, c'est exactement la même chose. Digital Oversight, là, je vais vous parler d'un concept de comment passer d'un mode réactif à un mode proactif d'une attaque. C'est aussi très important, vous déplacez le curseur. Et le dernier point, c'est la gestion de crise. Et on a développé avec deux professeurs de l'Université de Genève qui sont des spécialistes dans la gestion de crise. C'est comment gérer une crise liée effectivement à un blocage de données. On le fait ensemble avec le Cyber Battlefield. Alors je vais aujourd'hui, pour des questions de temps, je vais me focaliser sur ces deux offres-là. Effectivement, pour parler du côté humain et du côté proactif. La première chose, on a effectivement constaté qu'il faut effectivement se repositionner sur l'individu, lui apprendre à gérer des événements, les gérer ensemble avec d'autres personnes de l'entreprise. Alors, c'est une plateforme qui est entièrement virtualisée, où vous avez un réseau assez complexe, complet plutôt, et même avec des composants industriels si c'est nécessaire. Et là, vous avez toute une série d'attaques qui sont déjà préprogrammées dans la plateforme.
Et vous pouvez naturellement, en fonction de l'équipe que vous avez, changer l'amplitude de ces attaques-là. Généralement, c'est des formations de groupe, parce que là aussi, on prend un responsable réseau, un responsable système, un responsable d'un SIM, et on les fait travailler ensemble pour qu'ils créent une compréhension commune de ce qu'est un événement et comment le traiter dans l'entreprise. Alors vous avez effectivement le réseau, vous avez les attaques, et après ça, ce qui est très important, c'est que la session est entièrement enregistrée, et on est capable de faire naturellement un rollback pour voir ce qui s'est passé, parce qu'une grosse partie de la formation se fait dans le débrief. On est capable de savoir, mais vous êtes passé par cette partie-là, vous avez updaté cette procédure, expliquez-moi pourquoi on n'avait pas choisi ça exactement. Alors c'est exactement ce que fait cet environnement. À utiliser naturellement quand on est un gestionnaire d'un SIM dans une entreprise, mais aussi c'est une plateforme qui peut être mise à disposition du monde académique. Le monde académique est en train aujourd'hui de constater que les ingénieurs en sécurité qui sont formés ne sont plus en adéquation avec ce que demande le marché. Et là, on peut faire des TP, des travaux pratiques, qui sont très proches de la réalité. En temps de discussion avec la HEJVD d'Yverdon, avec YPark, etc. Le deuxième domaine, effectivement, c'est ce changement d'approche, de passer d'un monde réactif à un monde proactif. Si vous regardez l'historique de comment les entreprises se sont sécurisées sur les 15 dernières années, on a commencé par, effectivement, introduire des composants basiques d'antivirus, de firewall, etc. Mais on sait très bien que ce n'est plus suffisant aujourd'hui. 50% des malwares sont sans signature. Ça veut dire ne sont pas visibles par un antivirus classique. Alors il faut faire autre chose. Après ça, on constate maintenant, malheureusement, que 20% des entreprises qui commencent à déployer des concepts de ce qu'on appelle un SIM. Alors un SIM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un système qui gère les événements d'une entreprise, qui fait une corrélation du trafic et des événements pour commencer à essayer de détecter ce qui se passe. Et puis il y a des règles au-dessus d'alerte en cas d'événement. Là, par exemple, vous avez les grandes entreprises déploient ça en interne chez eux, c'est assez coûteux, mais beaucoup de PME prennent ça comme un service, typiquement dans une entreprise comme Hack Knowledge, avec qui on a fondé un partenariat pour la troisième brique dont je vais vous parler. Et, alors là, on est encore dans le cadre de l'entreprise. On est en train d'essayer de détecter et de réagir à des événements qui arrivent. Okay. Là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de déplacer le curseur et de passer en mode proactif. C'est de se dire, quand il y a une attaque, elle n'arrive pas comme ça en une seconde, il y a des signes avant-coureurs. Et ces signes avant-coureurs, on peut apprendre à les détecter et on peut apprendre à faire quelque chose avec. Et c'est ça, tout ce côté proactif d'une attaque. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, on a parlé effectivement de deep and dark, je vais essayer de démystifier un peu tout ça. Le clear web, c'est la partie indexée du web, c'est ce que vous arrivez à accéder à travers un browser classique. Ça ne représente que 4% du contenu. Tout ce qu'on accède par Internet, ce n'est que 4% du contenu. 95% du contenu, c'est ce qui est derrière votre firewall. C'est votre contenu personnel, vos patentes, vos fichiers clients, etc. Et c'est des données qui peuvent être exfiltrées. Et puis après, il y a la troisième catégorie, qui est le dark web, c'est là où sont tous les criminels qui, effectivement, font du trafic d'humains, d'organes, de drogue, d'armes, etc. Et l'idée, c'est de se dire, effectivement, de pouvoir comprendre ces signes avant-coureurs et essayer de les descendre avant qu'ils n'arrivent chez vous, un peu à la manière d'un Minority Report, pour ceux qui se rappellent du film. Alors, à quoi ressemble cette plateforme? C'est une plateforme qui est très simple à utiliser, plateforme cloud, où il n'y a rien installé, et vous rentrez là-dedans des noms d'actifs. C'est vos actifs vus de l'extérieur. C'est des noms de domaine, des adresses IP, des pages de logging, des applications mobiles, des VIP, des noms de VIP, etc. Et une fois que tout ça a été mis dans la plateforme, vous commencez à aller à travers de l'intelligence artificielle, du machine learning, dans l'Internet, dans le dark web et dans le clear web, et ressortir tous ces indicateurs d'attaque. Et il va vous dire, effectivement, c'est du phishing, c'est du brand security. De plus en plus, effectivement, vous avez des sociétés qui ont un brand qu'ils doivent protéger, l'horlogerie, par exemple, ou la joaillerie. Et il va vous classer ça dans ce portail, et vous allez être capable de cliquer
sur ces boutons, il va vous donner exactement les attaques une après l'autre, et on peut effectivement y remédier. Ça veut dire que si on trouve que quelqu'un a créé un faux site de votre entreprise et qui commence à lancer une attaque de phishing, on fait take down et on le descend en moins de 24 heures. Ou si quelqu'un, on a réussi à exfiltrer des passwords de chez vous, on va aller comparer ça à votre Active Directory, on va voir lesquels sont actifs et on va vous dire, ben voilà, sur les 100 qui ont été exfiltrés, il y en a 10 qui sont encore actifs et il faudra demander un reset de ces passwords. Voilà. En résumé, ce que je voulais vous laisser, c'était avec un message simple. J'ai dit, il faut remettre l'humain au centre de la préoccupation de sécurité. C'est lui le maillon faible. Il faut lui apprendre à travailler en groupe avec ces histoires de gestion de crise, gestion d'incidents, etc. Il faut le préparer à ça et essayer de commencer à changer la donne en passant d'un monde réactif à un monde proactif. Voilà. Merci.